vous remercie et je vais parler des scléroses en plaques de l'enfant et des principaux diagnostics différentiels qui se présentent. Micro. C'est bon? Donc la sclérose en plaques, elle n'est pas rare, elle n'est pas si rare chez l'enfant. C'est une maladie chronique inflammatoire auto-immune liée à une inflammation, mais aussi à la dégénérescence axonale. Et on considère à peu près 1,7 à 5,6% des scléroses en plaques débutent avant l'âge de 18 ans et 1% avant l'âge de 10 ans. Et l'incidence d'un premier événement déminitisant avant l'âge de 18 ans est estimée à 0,1 pour 100 000 personnes. Je vais rapidement passer sur des critères diagnostiques, notamment le syndrome cliniquement isolé, le CIS. C'est le premier événement déminitisant. C'est un événement clinique neurologique monofocal ou multifocal qui est supposé d'origine inflammatoire ou déminitisante, avec absence de signes d'encépalopathie. Bien sûr, avec exclusion des autres étiologies, sont retenus pour qu'il n'y ait pas de critères IRM McDonald 2010. Bien sûr, on va aussi parler des ADEME, donc je passe parce que le Dr Clioul a déjà parlé des critères. Bien sûr, l'ADEME peut être monofocale, mais être aussi multifocale, elle peut se répéter. Et dans ce cas, c'est de nouveaux événements d'ADEME qui se voient après 3 mois d'évolution, ou bien qui peuvent être associés à des nouveaux signes ou réapparition des premiers signes cliniques et radiologiques. Et bien sûr, la sclérose en plaques pédiatrique. Donc les critères diagnostiques, c'est l'existence de 2 ou plusieurs événements cliniques séparés de plus de 30 jours, avec atteinte de plusieurs territoires. L'événement clinique unique avec mise en évidence de dissémination spatiale et temporelle selon les critères de McDonald qu'on va voir tout à l'heure 2010 révisés. Et enfin, certains ADEME qui peuvent évoluer au moins 3 mois avant, puis un événement clinique neurologique non encéphalopathique associé à de nouvelles lésions à l'IR. Et bien sûr, on va aussi parler des NMO, la neuromyélite optique appelée avant de De Vic, où il y a des critères requis, notamment la névrite optique ou la myélite aiguë. Et bien sûr, il y a d'autres critères, notamment les lésions médulaires à l'IRM, qu'on va voir tout à l'heure. L'IRM qui ne doit pas être compatible avec une sclérose en plaques, et surtout la présence d'anticorps anti-aquaporine 4 positifs dans le sang. Sur le plan concernant la sclérose en plaques pédiatrique, donc, on retient des facteurs génétiques, et dans une cohorte française, 8% des enfants atteints de sclérose en plaques ont un proche, soit un parent, un frère ou une sœur, qui a également une sclérose en plaques. On retient aussi des facteurs environnementaux, notamment l'infection par Epstein-Barr virus, qui est fréquemment retrouvée avant une première poussée neurologique. Le déficit en vitamine D, en sachant qu'on est dans un contexte maghrébin où il y a une grosse résistance par rapport à la vitamine D. Le tabagisme passif, le risque étant d'autant plus élevé que l'exposition est prolongée. Et enfin, on ne retient pas de lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques de l'enfant. Concernant la clinique, donc les manifestations cliniques, en fait, on compare la sclérose en plaques de l'adolescent qui ressemble un peu à la sclérose en plaques de l'adulte qui se présente avec des troubles sensitifs, des troubles de l'équilibre, des névrites optiques, et la sclérose en plaques du tout petit, avant l'âge de 12 ans, où le tableau clinique peut comporter des troubles de la conscience, des signes d'atteinte du tronc cérébral, un tableau polysymptomatique, et souvent chez cette tranche d'âge, on retrouve une infection virale qui précède les signes cliniques dans 26% des enfants. Le liquide céphalorachidien, et je réponds à la question de Dr Aitri, en général, quand on a un événement neurologique supposé déminitisant, bien sûr, on fait une étude cytochimique et surtout, on recherche les bandes oligoclonales. La protéine 14,433, on la cherche surtout dans le Creutzfeldt-Jakob, donc qui n'est pas dans notre cours. Dans la sclérose en plaques pédiatrique, donc, on retrouve des anomalies de ce liquide céphalorachidien qui sont inconstantes ou atypiques, si on compare ça à l'adulte, avec une augmentation des cellules dans 43% et une hyperprotéinorachie dans 20%. Et les bandes oligoclonales qui sont très fréquemment retrouvées chez l'adulte sont retrouvées surtout, donc à peu près chez 45%, et surtout chez les grands enfants, et rarement chez les plus jeunes enfants. Là, je rapporte un peu les critères de l'IRM de la sclérose en plaques de l'adulte.
où on retrouve des lésions de dissémination dans le temps et dans l'espace, avec des lésions sustentorielles, des lésions juxtacorticales, on va voir ça tout à l'heure, des lésions médulaires. Mais la problématique, c'est que ces critères ne sont pas tout à fait adaptables à l'enfant, on va voir pourquoi. Et donc il y a eu des études qui ont essayé de retrouver quelques signes radiologiques qui doivent nous faire évoquer ce diagnostic de sclérose en plaques chez l'enfant, et notamment l'existence de ce qu'on appelle les lésions perpendiculaires au grand axe, c'est ça, qui touche un peu le corps calleux, et l'existence de ces lésions perpendiculaires lors d'un premier événement neurologique chez un enfant, c'est très évocateur de sclérose en plaques par la suite. Et là, je rapporte une forme un peu particulière de présentation, c'est des enfants qui se présentent sous forme d'ADEM, notamment cette petite fille de 8 ans, qui a présenté un tableau de céphalée, puis par la suite un déficit moteur, une atteinte cérébelleuse, de l'œdème papillaire, une méningite. Et à la première IRM, donc on voit qu'il y a quand même, je retrouve là, voilà, des signes qui peuvent plus évoquer une atteinte glauconeuse, plutôt ADEM. Et c'est l'évolution qui a fait poser le diagnostic 3 mois plus tard. Elle récidive sous forme d'hémiparésie gauche, une atteinte cordonale postérieure. Et bien sûr, on retrouve à l'IRM ces fameuses lésions perpendiculaires, une lésion médulaire qui est très évocatrice de la sclérose en plaques. Et donc c'est une forme de sclérose en plaques qui a débuté par une ADEM. L'un des critères aussi IRM très évocateur, c'est l'existence de trous noirs. Et ces trous noirs sont présents dans 58% des cas de sclérose en plaques. Et ça se voit surtout en T1, en T2 et notamment en diffusion. C'est des lésions franchement hypocignales en T1 qui persistent pendant plusieurs mois. La prise de contraste n'est pas constante. Elle est assez fréquente dans la sclérose en plaques et dans cette étude, elle a été retrouvée dans 58% de sclérose en plaques. Et ces trous noirs n'ont été retrouvés que dans 5% des adultes. Et contrairement à l'adulte, parce que classiquement, quand on trouve des trous noirs chez l'adulte, ça signe déjà une destruction axonale sévère. Donc le pronostic est considéré comme péjoratif. Cette donnée n'a pas été démontrée chez l'enfant. Et là, on retrouve ces fameux trous noirs. Donc à ce niveau en T1, en hyposignal franc, en hypersignal en T2. Là, on retrouve une petite prise de contraste en hypersignal en diffusion. Donc c'est très évocateur de sclérose en plaques. Concernant les lésions médulaires de la sclérose en plaques pédiatrique, en fait, il n'y a pas de données spécifiques chez l'enfant, et donc on a interprété comme celles présentes chez l'adulte, qui ont cette particularité. Donc on ne connaît ni leur fréquence chez l'enfant, ni leur répartition en fonction d'âge, ni leur éventuelle valeur pronostique dans la population pédiatrique, mais elles ont quand même la particularité qu'elles ne dépassent pas 2 métamères, contrairement à la neuromyélite optique, et qu'elle est surtout en postérieur ou en postérolatérale. Et bien sûr, on peut avoir des formes très atypiques, notamment chez l'enfant, et notamment les formes pseudotumorales, qui peuvent faire poser des diagnostics de suspicion de tumeur, et dans certains cas, qui peuvent aller jusqu'à la biopsie. Et là, je rapporte une étude qui a été faite par l'équipe de neurologie de Casablanca, de l'équipe de professeur Slessy, qui a travaillé sur une série de la sclérose en plaques de l'enfant, qui était une étude qui avait retrouvé 31 patients qui avaient sclérose en plaques qui a débuté avant l'âge de 18 ans sur une série de 259 scléroses en plaques. Et déjà, une grande partie débutait surtout après l'âge de 12 ans. La différence de sexe ratio avec la prédominance féminine est surtout retrouvée vers l'adolescence. Chez les enfants plus jeunes, il n'y a pas de prédominance de sexe ratio. La prévalence est à peu près de 12% quand on considère l'âge avant de 18 ans, et cette prévalence descend à 6,9 quand on remet le critère à l'âge de 16 ans. L'impact de la puberté et du facteur hormonal a été aussi retenu. Et en général, dans cette étude, ils ont trouvé une fréquence moins élevée des troubles de la marche par rapport à l'adulte, des symptômes moteurs et des troubles sphinctériens. Alors qu'il n'y avait pas de différence entre l'adulte et l'enfant concernant les troubles sensitifs, les symptômes du tronc et les neuropathies optiques inaugurales. Le DSS, c'est le score un peu moteur, un score
scoring de sclérose en plaques qui intéresse la motricité, la marche. Et le score commence de 0 quand le patient est complètement asymptomatique jusqu'à 10 où le patient est complètement grave. Donc ce score moyen en fonction du nombre d'années, on a noté qu'à 10 ans d'évolution, le score EDSS moyen est de 1,92 dans la sclérose en plaques pédiatrique versus 4,1 chez l'adulte. Donc à 10 ans d'évolution, le score est beaucoup plus grave chez l'adulte. À 25 ans, le score il est à peu près de 4,5 chez l'enfant versus 4,27. Donc on retrouve ce score beaucoup plus grave chez l'adulte. La méningite lymphocytaire est plus fréquemment retrouvée dans la forme pédiatrique. De même, la synthèse intratécale est à peu près retrouvée à 55% chez l'enfant par rapport à 67% chez l'adulte. Et l'ensemble des scores de sévérité montre qu'une évolution moins rapide des scores dans le groupe pédiatrique. Par contre, il y a d'autres études qui ont montré que le passage à la progression chez l'enfant se fait quand même plus tôt. Et l'âge plus précoce des séquelles irréversibles, la présence des formes malignes chez l'enfant, suggère l'usage précoce des immunomodulateurs. Là, on retrouve un peu la courbe du score, et on retrouve que l'âge de survenue du handicap irréversible est de 10 à 13 ans plus jeune dans la forme de l'enfant. Par contre, le délai de survenue de handicap irréversible, il est de 7 à 12 ans plus lent dans la forme pédiatrique. Bien sûr, il ne faut pas minimiser le côté cognitif de la sclérose en plaques de l'enfant, et des études ont prouvé, comme chez l'adulte, qu'il y a des atteintes cognitives. Concernant le traitement de la sclérose en plaques pédiatrique, en fait, il n'y a pas d'AMM dans ce traitement. Donc les traitements utilisés sont utilisés hors AMM. Les bêta-ferrants, l'acétate-glatyramère, donc couramment utilisés chez l'adulte, et aussi utilisés chez l'enfant, et le plus souvent après l'âge de 12 ans. L'European Medicine Agency a approuvé l'usage des interférents chez l'adolescent. Les bêta-interférents sont des immunomodulateurs dont le taux de réduction des poussées est estimé à 30%. En général, les hypotolérants sont bien sûr du syndrome schizophrenique, certains cas de leucopénie peu sévères, certains cas d'augmentation de transaminase qui est souvent transitoire, et bien sûr, dans les formes sous-cutanées, on va avoir des réactions aussi d'injection. Les autres traitements, notamment le natalizumab qui est utilisé dans les formes agressives de l'adulte, ont été utilisés chez certains enfants de plus de 12 ans, dans des formes très actives, en tenant compte qu'il y a un risque de l'herbe si le patient est porteur du virus JC. Les autres traitements, on n'a pas assez d'informations sur l'enfant. À côté de la prise en charge médicale proprement dite, il y a la prise en charge symptomatique, parce que c'est une maladie qui s'accompagne avec beaucoup de fatigue, de dépression, de troubles urinaires, de constipation et de douleur. Bien sûr, les traitements peuvent être symptomatiques, sans oublier la rééducation fonctionnelle. Bien sûr, avant de poser le diagnostic d'une sclérose en plaques, il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas d'autre chose, notamment les ADEM qui peuvent être un mode d'entrée d'une sclérose en plaques. Les ADEM, les encéphalomyélites aiguës disséminées, ce sont des maladies inflammatoires. Je ne reprends pas cette diapo qui a été déjà montrée tout à l'heure. L'IRM, elle est assez évocatrice devant l'existence d'hyposignal ou d'isosignal en T1, d'hypersignal en T2 en flair, hypersignal en diffusion, avec des images pectiformes et cloconneuses, parfois rehaussées par le gadolinium. Et là, on retrouve chez un enfant, donc l'IRM fait très précocement, il n'y avait pas grand-chose, et puis progressivement, on voit apparaître des lésions des noyaux gris qui s'étendent. On voit au niveau sous-cortical, et puis à 2 mois, il n'y a presque plus rien. Et là, je reprends une série de nos amis neurologues de Fès, une série sur l'imagerie de l'encéphalomyélite aiguë disséminée. Donc on retrouve ici la première IRM d'un enfant de 3 ans admis pour méningoencéphalite lymphocytaire, avec trouble de la conscience, spasticité, hypotonie axiale, et la l'IRM, cet aspect au niveau des noyaux, capsule lenticule côté bilatéral, rehaussé, donc de façon rehaussée après contraste. Le deuxième enfant de 5 ans, qui a fait récemment une varicelle, admis pour trouble de la conscience fébrile. Donc l'IRM retrouve ces images floconneuses, donc là en hypersignal en T2, en hypersignal en flair, une petite prise de contraste, et puis on voit aussi une atteinte médulaire associée. 3 enfants, 10 ans, trouble de la conscience fébrile, crise convulsive, et puis l'IRM. On retrouve ces images au niveau des noyaux gris,
en hypersignal, en flair. On retrouve aussi une atteinte du cerveau. Et enfin, je passe au NMO, la neuromyélite optique, avant appelée maladie de Devic, qui est une entité qui est en pleine révolution, parce qu'on maintenant parle plutôt de NMO disorder, dont le spectre est très très large. C'est une maladie rare, probablement sous-estimée en pédiatrie. Elle associe des épisodes de névrite optique, de myélite, la présence d'auto-anticorps anti-aquaporine 4, il cible la maladie avec une sensibilité de 70% et une spécificité de 90%. Son évolution est une forme, c'est une maladie assez sévère parce que les myélites sont assez sévères, de même que les neuropathies optiques. Et bien sûr, on va revoir un peu les critères IRM. Dans certains cas de NMO séronégative, récemment, on découvre des anticorps anti-MOG qui ont une présentation clinique un peu différente des NMO avec anticorps anti-aquaporine. Là, on retrouve un peu dans cet IRM cet hypersignal qui dépasse 3 métamères, contrairement à la sclérose en plaques où ça ne dépassait pas 2 métamères. Donc là, c'est une myélite, c'est assez évocateur du NMO, la myélite longitudinale, et on insiste sur la longueur de l'image. Et dans ce spectre NMO disorder qui s'élargit de plus en plus, on se retrouve à des atteintes encéphalitiques qui peuvent éventuellement mimer des ADEM, et surtout, parmi des images, cette image en hypersignal au niveau du troisième ventricule, et c'est très évocateur des NMO, une atteinte au niveau du tronc cérébral. Et là, il y a un aspect clinico-radiologique qui est vraiment très évocateur du NMO, c'est le syndrome hoquet-vomissement incoercible. Donc c'est des patients qui font des hoquets-vomissements incoercibles, parfois associés à un prurite, et l'IRM qui est presque très évocatrice, cet hypersignal au niveau du tronc cérébral, en fait, qui se trouve exactement au niveau de l'area postrema. Donc l'existence de hoquet-vomissement avec hypersignal de cette area postrema doit nous faire évoquer le diagnostic de neuromyélite optique. Bien sûr, les formes pédiatriques, donc il y a surtout une communication américaine qui a regroupé les formes pédiatriques des maladies du spectre NMO. Et cette cohorte a été comparée à des enfants ayant présenté une sclérose en plaques ou une ADEM. Les auteurs donc soulignent que les formes pédiatriques concernent préférentiellement les enfants afro-américains, alors que la CEP, c'est surtout les personnes caucasiennes. Environ 40% des cas débutent avant l'âge de 10 ans. Une myélite extensive est retrouvée dans près de 75% des cas. Et comme chez l'adulte, il s'agit d'une affection très sévère sur le plan pronostique. Donc, je conclus. La sclérose de l'enfant est une réalité clinique rare,